Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Sur ITV, nous sommes mardi, lendemain de la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une partie du personnel annonce une manifestation pacifique dans les rues de Dakar samedi prochain et ce sera pour dénoncer le processus de déménagement des services. Fortement critiqué et désavoué dans son fonctionnement, le HCCT s'est livré aux Sénégalais aujourd'hui. Une rencontre d'échange pour informer l'opinion publique des nombreuses contributions de l'institution pour la bonne marche du pays. Samuel Eto'o en visite au groupe E-Media Invest cet après-midi. Plusieurs actualités des sports abordées notamment avec la Coupe du Monde Qatar 2022 en novembre prochain. Et ce soir, dans Réussir au Sénégal, on vous propose de rencontrer un éboueur. Thierno a su surpasser les critiques et préjugés grâce à une détermination sans faille et au soutien d'une famille aimante. Samedi prochain, le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec sera dans les rues. Ces agents vont manifester de manière pacifique pour dénoncer le processus de redéploiement des services et du personnel de l'hôpital. Question évoquée cet après-midi dans Keno Askanui sur ITV avec Elhadj Malick Cissé. Regardez. Toujours, il y a la crainte et l'inquiétude, d'autant plus que nous sommes réveillés tôt pour aller au travail. Quand nous sommes venus au niveau de l'hôpital, nous avons trouvé qu'il y a des services d'ordre partout. La porte a été barricadée, on nous a refusé l'entrée. Nous, le personnel de l'hôpital, on nous a refusé l'entrée. Ce qui constitue encore une fois une violation flagrante. Une violation flagrante. Encore une fois, nous interpellons l'État sur la situation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous n'accepterons pas que le sort du personnel soit lésé. Nous ne l'accepterons pas. On devait régler ce problème depuis très longtemps. Un État responsable, c'est ce qu'il devait faire depuis longtemps, régler le sort du personnel avant de penser à la reconstruction. Mais au moment où je vous parle, le sort du personnel n'est pas encore réglé. Et puis on nous refuse l'entrée. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Maintenant, on nous refuse l'entrée à l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, où on va travailler, nous? Donc, nous serons en chômage technique. Qui va nous payer? Nous n'avons aucune garantie de la part de Madame la ministre. Je profite de l'occasion pour lancer un appel au personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec pour leur dire que demain, nous serons tous à l'hôpital. Tant que notre sort n'est pas réglé, nous serons toujours à l'hôpital. Nous comptons organiser une marche pacifique à 9h à la place de l'Obélisque jusqu'à la RTS. Inch'Allah, ce sera une marche pacifique pour montrer à l'État que l'hôpital Aristide Le Dantec demeure et doit rester un hôpital aux couches les plus démunies de la société, un patrimoine national. Et puis l'hôpital, c'est un centre CHU, centre universitaire. Centre hospitalier universitaire. Actuellement, la pyramide est en train de tomber. Le système sanitaire est à terre. C'est une catastrophe sanitaire. Et comme vous le savez, la fermeture partielle de l'hôpital Aristide Le Dantec continue de faire des vagues. En plus, le hangar des pèlerins de l'aéroport de Yoff est en travaux alors que le site est prévu pour les insuffisants rénaux. La société civile déplore un manque d'organisation et surtout de communication. Eliman Khan de Lex-Africa sur e-Radio ce matin. En janvier 2019, il y a eu un rapport d'inspection qui avait demandé une reconstruction. Alors donc, la fermeture était même un impératif. Le problème par contre, c'est l'absence de transparence et d'une vision claire et d'une stratégie de communication bien élaborée pour accompagner cette décision de fermeture. Et surtout, ce semblant de précipitation qui est ressenti. On ne sait pas exactement ce que l'État lui-même pense à faire sur le statut juridique de ce transfert qui est en train de se faire, sur les activités transférées ou bien les services transférés, mais aussi une évaluation des impacts quand on sait que les établissements publics de santé sont autonomes avec leur personnalité juridique. Quand on prend en compte la réalité même de ces établissements publics de santé, qui pour la plupart également ont de sérieux problèmes. Parce que ce n'est pas seulement Dantec qui est dans cette situation, mais beaucoup d'autres établissements publics de santé sont dans une situation qui mérite une certaine rénovation.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales s'apprête à renouveler ses membres en septembre prochain. Beaucoup s'interrogent encore sur le rôle de l'institution et plusieurs critiques sont également notées. C'est pour cela que le HCCT a tenu aujourd'hui à communiquer sur ses travaux. Le Haut Conseil émet des contributions dans plusieurs secteurs de développement et remet ensuite des rapports au chef de l'État. Les détails, c'est avec Mamadou Sy et Mafalfal. Le Haut Conseil des collectivités territoriales s'insurge contre ses détracteurs. L'institution rappelle que certains membres de l'opposition qui la critiquent ont des conseillers depuis 5 ans. Ces derniers peuvent témoigner de son utilité. La configuration politique de cette assemblée consultative comporte les représentants des coalitions qui ont décidé de boycotter le prochain scrutin. On trouve au niveau du Haut Conseil des conseillers de Tahaou Dakar, des conseillers du PDS. Ces collègues sont des témoins du bilan fort bien élogieux de l'institution. Le premier vice-président du HCCT étale le bilan de l'institution au cours de ces 5 dernières années. Pape Maël Thiam brandit 5 rapports produits et remis au chef de l'État. Les contributions des différents membres ont été d'une importance capitale pour la bonne marche du pays. 5 rapports, dont 4 annuels et un quinquennal, ont été produits. 4 contributions, 6 études, 26 avis, répartis en 548 recommandations motivées, ont été élaborées, et ceci à travers l'audition de 145 structures et personnalités. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales précisent que sa mise en place est déclinée dans le PSE. Le Sénégal, selon eux, n'est pas le seul pays à disposer d'une institution pareille. Ils plaident pour la mise en place du Haut Conseil des autorités locales au sein de l'Union africaine. Et 2 semaines après les élections législatives, les responsables de Benno Bokk Yakaar à Thiès évaluent les résultats dans le département, des résultats défavorables. Selon leurs conclusions, il faut absolument rajeunir la classe politique à Thiès où nous retrouvons Isidore Alexandre Sen. Le responsable du mouvement Siggi Jotna précise qu'il ne parle pas de remue-ménage, mais un rajeunissement de la classe politique thiessoise s'impose. La situation actuelle de notre ville nous invite à prévoir et à agir. Le message de l'électorat est suffisamment éloquent. Il est révélateur que nous devons inéluctablement aller vers un rajeunissement de l'élite politique dirigeante et vers une alternance forcée dans la distribution des responsabilités. Les élections législatives du 31 juillet sont révélatrices selon le responsable de Benno Bokk Yakaar. Les résultats issus des urnes méritent une analyse toute particulière. On n'engage jamais une bataille pour la perdre. Mais si les résultats sortis des urnes ont été en deçà de nos attentes, nous continuerons notre démarche irréversible vers un changement de paradigme. Durant toutes ces longues années d'échanges et de confrontation, nous vous avons écouté. Aussi, nous vous avons entendu. Abdoulaye Dièye reste convaincu que la coalition présidentielle n'a perdu qu'une bataille, mais pas la guerre. Malgré l'incompréhension des populations liées au contexte économique, je reste fortement persuadé qu'elles nous font toujours confiance. Je tiens solennellement à remercier tous les Thiessois. Aux élections locales, le leader du mouvement Siggi Jotna avait participé sous la coalition Ande Siggil Thiès en engrangeant plus de 10 000 voix dans la ville de Thiès. Aux législatives, il fait partie des rares responsables de Benno Bokk Yakaar à avoir gagné leur centre de vote. L'on s'intéresse à présent à un danger presque banalisé et pourtant il peut être fatal. Installer son petit commerce près des poteaux électriques en bois. Le risque est immense, surtout en cette période d'hivernage. On sait tous, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Pape Ibrahima Ndiaye et Céline Mbaye. Ils sont censés nous procurer du courant, rien que du courant. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de poteaux électriques servent de lieux de refuge, voire de commerce. Alioune Ba, ancien étudiant en BTS, logistique et transport, devenu marchand ambulant, reconnaît le danger.
Je prends mes précautions chaque fois. Je quitte les lieux si le ciel est nuageux, mais certains ne cessent de me rappeler les risques. En dehors du commerce, des endroits comme celui-ci ne manquent pas dans la capitale sénégalaise. Un poteau électrique au cœur d'un espace de jeu. Avec les fortes pluies ces temps-ci, il n'est pas sûr de rester ici. Regardez ce poteau qui surplombe le bâtiment et les enfants. Je pense que la Sénélec doit continuer à enterrer les câbles électriques. Commerce, habitation, atelier, le bois au fil électrique côtoie toujours l'humain. J'avoue que j'ai vraiment peur, très peur même. Quand il pleut, je demande surtout aux enfants de ne pas sortir pour leur propre sécurité. La vie de ce tailleur fait l'unanimité. Pour la plupart, c'est au poteau électrique de céder la place aux humains et non l'inverse, et ce dans le but d'éviter des drames en cette période d'hivernage. Et notre reportage du soir sur le fognon. Le chef de l'État s'est régalé hier lors de sa visite au Mali. Une céréale pleine de vertus et assez prisée tout de même, même si le vendeur que nos reporters ont rencontré dans ce reportage qui va tout de suite suivre semble déplorer une absence de clients. C'est Nebou Babou avec Barso. Marché de face, Chérif entouré de ses clients. Derrière son comptoir, il n'a pas de temps à perdre. Le fognon est plus prisé par les autres nationalités. En croire ce vendeur, la demande n'est pas assez forte. Beaucoup l'achètent pour faire des sacrifices. Les gens n'achètent pas beaucoup le fognon. Et pour la majeure partie de ceux qui l'achètent, c'est pour faire des sacrifices sur demande de leur marabout. Les Maliens et les Peuls sont ceux qui le consomment le plus. Les diabétiques gagneraient beaucoup à consommer le fognon si l'on se fie à ce vendeur qui revient sur ses vertus. Les diabétiques connaissent la vertu du fognon. C'est bon pour la santé et ça soigne presque toutes les maladies. Malgré ses vertus, beaucoup ne semblent pas connaître le fognon. Le peu de personnes qui connaissent le produit ne le consomment pas. Le prix du kilogramme est actuellement à 1600 francs. Merci beaucoup Seynabou Babou pour ce reportage. On enchaîne avec les sports. Je l'ai annoncé en titre Qatar 2022. L'ambassadeur Samuel Eto'o en visite cet après-midi au groupe Media Invest. Et c'est dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. L'international camerounais plaide pour une participation représentative de l'Afrique à cette compétition mondiale. Et voici une séquence de l'entretien réalisé avec nos services sports. Une très belle Coupe du Monde. Vous savez, on dit généralement que ce sont les meilleures nations qui sont qualifiées. Même si pour nous en Afrique, je suis très heureux des 5 nations qualifiées. En plus avec toutes les émotions qu'il y a eu pendant ces qualifications. Mais quelque part, j'ai un petit regret qui est aussi une demande pour nos dirigeants. C'est de plaider et de voir comment la plus grande confédération a moins de nations participantes à cette Coupe du Monde. C'est de donner l'occasion pour qu'on ait plus de place en Coupe du Monde, parce que quand vous regardez un peu les nations qui ne vont pas participer, vous voyez l'Égypte, vous voyez le Nigeria, vous voyez l'Algérie, que des grandes nations de football de notre continent. Et je pense qu'en ayant peut-être 3 ou 4 places de plus, ça augmenterait nos chances pour mieux compétir face à d'autres continents. Maintenant, ce que nous pouvons nous attendre à Doha, je puis vous dire, pour une belle compétition comme celle-là, la seule chose que je souhaite pour les nations africaines, c'est qu'il n'y ait pas de problème administratif. Parce que notre premier ennemi, ce sont les problèmes administratifs. Et j'espère que les présidents que nous sommes, nous ferons tout pour que nos nations arrivent dans les meilleures conditions dans cette compétition
et que nos joueurs ne rêvent que de ramener ce beau trophée dans notre continent qui est l'Afrique. Et demain, à 20h45, vous pourrez suivre cet entretien en intégralité sur l'ensemble de nos supports. Basketball à présent, éliminatoire Coupe du Monde 2023. En regroupement depuis 2 semaines, l'équipe nationale du Sénégal va disputer 2 matchs de préparation contre le Cap-Vert et contre l'Égypte. L'entraîneur estime que l'équipe est prête. Ngagne Desagana Diop est au micro de Babacar Seck. Physiquement, je pense physiquement quand on a commencé, on n'était pas en très bonne forme en condition physique, tu vois. Je pense que ça déjà on a amélioré sur ça. Parce que quand on se souvient, quand on était en Égypte, je pense que la question que tout le monde a élevée, a soulevé, on avait seulement 5 jours d'entraînement. Mais on a commencé depuis le premier. Physiquement, si tu vois les jours maintenant, après 2 semaines, tu vois, si tu les regardes, tu sais qu'ils sont en très bonne condition physique. Après ça, défensivement et offensivement, on a changé des choses qu'on faisait avant quand j'étais là en tant qu'assistant, il y a des choses qu'on a changées. Et c'est des choses qui prennent du temps pour s'améliorer. Et en ce moment, on est en train de voir l'amélioration qu'ils sont en train de faire avec ça. Les adversaires, mais j'ai dit aux joueurs hier, je l'ai dit, parce que je pense que la Tunisie et le Soudan, c'est les 2 meilleures équipes en Afrique. Parce que la Tunisie a gagné la Coupe d'Afrique. Et en ce moment, on voit le Soudan, je pense que tout le monde les regarde, ils sont en train de bien jouer. C'est pour ça, moi, en tant que coach, parfois, j'aime même pas parler parler des autres équipes, tu vois. Je me concentre sur mon équipe, on fait ce qu'on a fait, et quand on va jouer notre jeu. Mais parfois, c'est bon de leur dire, tu vois, pour qu'ils savent ce qu'on va rencontrer quand on sera là-bas. Je pense que c'est les 2 meilleures équipes en Afrique. Quelques actualités internationales en images. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une séance consacrée à la situation en Libye. La question de la difficile nomination d'un nouvel envoyé spécial en Libye a été largement évoquée. Ce poste est vacant depuis il y a plutôt 8 mois. La communauté internationale fortement divisée n'arrive pas à s'entendre sur un nouvel émissaire. Et cette fois-ci, c'est la Libye qui a annoncé officiellement son opposition à la nomination du Sénégalais Abdoulaye Bathily. Et pour la première fois, Tripoli réclame que son avis soit pris en considération lors du choix du prochain émissaire. Et dans le nord de la Syrie, une frappe turque fait 11 morts selon l'ONG Observation Syrien des droits de l'homme. Des affrontements nocturnes ont opposé les forces d'Ankara et les combattants kurdes. La frappe aérienne a visé une position des forces du régime syrien. C'est une pointure dans son domaine. Tierno est éboueur et malgré les préjugés, il adore son travail qui lui permet aussi de subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est grâce à sa détermination qu'il a aujourd'hui formé des jeunes pour les embaucher après. Et c'est notre modèle de réussite ce soir. Aïssa Toukane et Augustin Mandan l'ont rencontré. Marcher sous le chaud soleil n'est rien comparé à ce qu'ils supportent quotidiennement, l'odeur fétide des déchets, états d'ordures. Depuis 10 ans, la routine de Tierno se résume à sillonner les quartiers de la ville en offrant un service de ramassage d'ordures. Propriétaire de charrettes remplies d'ordures ménagères tirées par des chevaux, Tierno a hérité du métier à la suite du décès de son frère. Si je suis devenu aujourd'hui ramasseur d'ordures ménagères, c'est grâce à mon frère. Dès le bas âge, il m'a initié à ce métier. Après son décès, j'ai continué le travail. Du lundi au samedi, au petit matin, jusqu'à 13h, les boueurs improvisés se décarcassent pour subvenir à ses besoins. Je me réveille à 7 heures. Je lave mon cheval, lui donne à manger et à boire, puis je pars récupérer les ordures. Je me repose les dimanches.
Ayant réussi à se procurer 3 charrettes, Tierno a mis en place un planning pour s'en sortir. Abonnement des clients, embaucher des jeunes, dispatcher le revenu mensuel. J'ai 3 chevaux. Les 2 sont gérés par des jeunes que j'ai embauchés. L'un sillonne le quartier Liberté 6, l'autre Sacré-Cœur et moi, je gère la cité Kër Gorgui. C'est grâce à cet argent que je paye mes employés, mon loyer, toutes les charges familiales. Un travail difficile, très fastidieux, mais plutôt lucratif. À la cité Kër Gorgui, certains payent 3 000 ou 7 000 francs CFA par mois. Ça varie. Certaines écoles aussi me payent 30 000 par mois. Ça marche vraiment. Je m'en sors pas mal. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai même réalisé pas mal de choses. Cependant, les préjugés sur les charretiers et les coups bas de certains clients ne leur facilitent pas la tâche. Tous les charretiers ne sont pas pareils. Certains sont accusés d'être des toxicos, fumeurs ou des alcooliques. Parfois, nous subissons des accusations graves comme le vol. Des clients parfois déménagent sans pour autant nous payer notre dû. Mais nous restons droits dans nos bottes. Quoi qu'il en soit, le jeune éboueur a peur que le pire ne se produise. Je ne peux pas acheter mon cheval à 300 000 francs CFA, une charrette à 250 000 et que du jour au lendemain, on nous demande d'arrêter de faire circuler nos charrettes pour laisser la place au tricycle qui nous laisse faire notre travail. Loin de faire partie de ce qui contribue à aggraver le problème de l'élimination des ordures, chaque jour, Tierno déverse les déchets sur la décharge située à quelques encablures du cimetière de Saint-Lazare. Et on se quitte sur cette note de motivation et de persévérance. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV. Bonne soirée à tous.